Panama est un pays situé à l'extrême sud de l'Amérique centrale, sur l'isthme de Panama. Il est limitrophe du Costa Rica et de la Colombie, dont il faisait autrefois partie. Le pays est peuplé de 4 millions d'habitants. Le canal du même nom, autrefois américain, est aujourd'hui une source majeure de financement pour l'État panaméen et est à une situation stratégique. Ce canal est un lien entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. C'est un gain de temps énorme pour les transporteurs maritimes. Le trajet de 80 km ne dure que 10 heures. Grâce au canal, nous nous retrouvons donc dans un nouvel océan pour la suite de notre expédition. Bienvenue à Eco Venao. Alors Eco Venao, c'est un projet qui mêle de l'écotourisme à de la reforestation et de la permaculture. Tout ça sur un espace de 140 hectares ici à Venao, juste à côté de la plage. Donc on va aller rencontrer Guillaume tout de suite, qui est responsable du projet permaculture ici et qui a participé aussi à la reforestation du site. Ok, moi je m'appelle Guillaume, je suis français et ça fait 6 ans que je vis au Panama. Moi j'étais ingénieur commercial en France. C'est un super bon métier, vraiment j'avais plein d'avantages, etc. J'avais une belle vie très classique par rapport à ce que la société française pourrait attendre d'un jeune maintenant. Et en fait, même si j'avais réussi à atteindre tout ça, il y avait quand même un sentiment d'insatisfaction par rapport à notre monde, les problématiques, comment être acteur de ce qu'on fait, essayer de préparer un futur meilleur, penser aux nouvelles générations. Et donc, du coup, je sentais bien qu'il me manquait quelque chose. Et donc j'ai tout lâché. J'ai quitté le travail, pas du jour au lendemain, mais presque. Mais je suis parti en vélo en Amérique latine. Et de fil en aiguille, après plusieurs expériences, maintenant ça fait 2 ans que je suis à Venao, donc à l'extrême sud de Panama. Il y a 60 ans, la région a été déforestée pour l'élevage et l'agriculture. Seulement 5% de la forêt tropicale sèche a survécu, mettant en danger l'écosystème de cette région. Eco Venao a donc voulu protéger son environnement en lançant ce projet. Eco Venao, c'est à la fois un resort, une permaculture, mais aussi un projet de reforestation. Donc, ici, ça fait 12 ans qu'Eco Venao prend soin de 135 hectares en le reforestant avec des espèces natives. En développant la biodiversité, on a maintenant des singes, des alligators, des tortues qui sont revenus sur place, une grande faune, beaucoup de faune. Et donc depuis 2 ans, on passe une permaculture ici, qu'on va découvrir ensemble. Tout d'abord, qu'est-ce que la permaculture? La permaculture consiste à construire des installations humaines, durables et résilientes. Elle intègre l'ensemble des bonnes pratiques de l'agriculture biologique, de l'agroécologie, mais également les énergies renouvelables ou l'éco-construction. L'esprit de la permaculture est de relier tous les éléments d'un système les uns avec les autres. On retrouve donc les concepts de l'économie circulaire. C'est un fonctionnement en boucle où chaque élément vient nourrir les autres sans produire de déchets. Ok, alors Guillaume, ici on a Eco Venao dans l'espace permaculture. Quelles sont les actions que vous avez ici typiquement au niveau agricole? Notre premier objectif a été de restaurer la terre. On a commencé il y a 2 ans sur une terre qui était particulièrement compacte, pauvre, érodée. C'était un ancien champ à vaches. Donc notre première action, ça a été d'implanter différents systèmes à travers des tranchées,
des plantes fixatrices de nitrogène, des plantes productrices de biomasse, pour pouvoir accélérer en fait le processus naturel d'une forêt et pouvoir restaurer notre sol. Après une année, là vous avez à peu près 3000 plants qui... Oui, donc nous avons fait le choix en fait de commencer par des arbres fruitiers. C'est assez classique en permaculture de commencer par des plantes pérennes qui vont être moins exigeantes en apport de nutriments, qui vont pouvoir développer des racines profondes et aller chercher plus profondément dans le sol en fait leurs nutriments. Donc ils vont être plus indépendantes, moins sujettes aux maladies, moins sujettes aux insectes, plus résistantes. Donc là on leur a fait passer la première année, la première saison sèche ici, donc avec moins d'1% de pertes sur nos plants. Du coup on est dans une situation qui, on va dire que la forêt de fruits est implantée désormais. Donc là on a une action, faire une tranchée, qui va avoir de multiples applications, à la fois lutter contre l'érosion, arroser le sol, nourrir les plantes, mais aussi arroser pendant les périodes de sécheresse par la méthode d'arrosage par inondation. En permaculture, on n'aime pas beaucoup les choses planes et droites. Donc on crée des microclimats en rajoutant des petits lagons, des petites zones un petit peu marécageuses, des arbres qui vont protéger du vent, mais aussi des orientations plein sud, ou plutôt des zones un petit peu ombragées. Donc on comprend rapidement qu'on ne va pas pouvoir planter la même plante au même endroit en fonction de ses différentes caractéristiques. Mais plus on va créer de microclimats, plus on va avoir de chances d'avoir de la biodiversité au travers à la fois animal, végétal, mais aussi micro-organismique. Et donc développer un système qui va être beaucoup plus balancé. Et à partir de cet équilibre, les choses deviennent plus résilientes parce qu'on a un système qui est plus complexe. Donc cette complexité va lui apporter de la force et on va être moins soumis aux aléas quotidiens que peuvent être soumis à une monoculture par exemple. Nous avons fait le choix de ne pas passer par l'électrique, ni par les pompes, ni par les panneaux solaires, ni par les batteries, ni par des tubes. Donc c'est sûr que c'est une décision qui pourrait plus impliquer des pourcentages de pertes beaucoup plus importants pour cette saison sèche. Mais merci à notre programme de volontariat et nos étudiants. On a eu plein de petites mains qui sont venues déposer des petites gouttes de colibri au pied de chacun de ces arbres. Découvrons maintenant les autres actions d'EcoVenao au travers du programme de volontariat. Et oui, il faut savoir que EcoVenao est épaulé par des volontaires du monde entier grâce à des partenariats avec des écoles mais aussi grâce au bouche à oreille. Vous pouvez d'ailleurs postuler si la permaculture vous passionne. Tous les matins, les volontaires se répartissent les tâches avec Guillaume et discutent des futurs projets de la ferme. Ce matin, nous les suivons pour découvrir les autres actions d'EcoVenao. Ici, ça te dit, rien ne va plus, tout est perdu, rien ne va plus. Voilà, alors ce matin on a fait une petite réunion avec les volontaires d'EcoVenao qui s'occupent de la permaculture et du coup on s'est réparti plein de tâches pour la journée et puis là nous on est parti avec Maca pour s'occuper des poules un petit peu ce matin quoi. Donc, les poules, ça a surtout été pour répondre à un besoin de consommation auprès de la communauté locale en termes d'œufs de bonne qualité. Donc on a décidé d'implanter des poules. Elles sont nourries essentiellement avec les déchets organiques de la cuisine, du restaurant d'EcoVenao, mais également avec des termites, de la moringa, qui est une plante qui pousse très bien ici, et du sorghum. Nous avons valorisé nos déchets. Mais les poules ne sont pas les animaux les mieux adaptés à un climat tropical. Un nouveau programme a donc été lancé, le programme Canard. Là nous sommes sur le deuxième étang d'EcoVenao. C'est une structure là qui va nous permettre de pouvoir garder de l'eau et de stocker de l'eau pendant l'hiver pour pouvoir préparer l'été. Et comme le volume d'eau est assez grand, on a décidé d'y mettre des canards. Donc beaucoup plus autonomes que les poules, pas besoin de changer l'eau. Ils ont leur système de protection intégré donc avec cette étendue d'eau et on leur a construit une petite maison sur pilotis pour qu'ils ne puissent pas être dérangés par les prédateurs. Dernier programme animalier, le programme Abeilles. Alors pourquoi des abeilles à EcoVenao? Plusieurs raisons.
Déjà parce que ce sont des animaux qui ont accompagné le développement de l'humanité. Après, ce sont des fantastiques pollinisateurs. Il y a une augmentation du rendement, la fructification des arbres qui est tout simplement géniale grâce à ces insectes. Et bien entendu, il y a la fabrication de miel organique et de cire d'abeille. Donc c'est un élément indispensable à la structure d'un écosystème et on est content de recevoir ces abeilles à Ecovénao. Passons maintenant au jardin et aux actions qui y sont liées. En avant! Notre compost, nous le fabriquons essentiellement à partir des déchets de la cuisine, donc ce qui n'a pas été mangé par les poules. Donc ce qui n'a pas été mangé par les poules, on va le mélanger avec ce qui tapisse le poulailler, donc de la paille, des feuilles, des déjections des poules. On va mélanger tout ça et là on va faire intervenir ces fantastiques micro-organismes. Donc pour que ça fonctionne, il leur faut de l'oxygène, de la chaleur et de l'eau. Donc l'oxygène et la chaleur ici c'est pas les plus compliqués. L'eau c'est un arrosage quotidien. Donc on va vraiment aider ces micro-organismes à se développer dans toute cette matière pour que eux transforment les déjections des poules et les déchets organiques en terre. Donc un point qui est vraiment essentiel pour toute personne qui veut faire un compost, il faut un équilibre entre matière sèche et matière végétale. C'est pour ça qu'on recommande à toute personne qui veut faire un compost d'avoir des feuilles sèches et de les ajouter à ces déchets de la cuisine. Si vous n'ajoutez pas ou des feuilles sèches ou de la paille ou de la sciure ou du carton, vous allez favoriser un autre type de micro-organisme qui ne vous produira pas de terre. L'autre système est un lombricompost qui est également bien adapté pour l'agriculture urbaine. Il suffit de nourrir des lombrics, de carton et de déchets organiques. On a une belle expression en France qui dit cultiver la terre. On ne parle pas de cultiver de plantes ni d'arbres, on parle de cultiver la terre. Et je pense que cette expression est vraiment extrêmement bien appropriée parce que une fois que nous avons une terre qui a été restaurée, qui est équilibrée, balancée en micro-organismes, en champignons, en macro-éléments, etc., on peut faire pousser n'importe quoi. On est en train de mélanger le compost avec du sable de rivière pour faire des petits pots. Faire du bon engrais, du bon compost et planter des plantes dedans après. Combien de kilos je vous en mets? Donc là, l'équipe s'occupe à mettre en pot les jeunes pousses qu'on a récupérées au géant noir. Donc ça c'est destiné à les faire grandir pour qu'elles soient prêtes à être plantées directement dans la terre pour la saison des pluies. J'aime beaucoup aborder l'aspect des semences lorsque je parle de permaculture. On a chacun des zones géographiques où on fait pousser nos cultures qui ont des caractéristiques très spécifiques. Et pouvoir sélectionner après année ces semences, ça va nous permettre en fait à chaque agriculteur d'arriver à avoir des plants qui sont parfaitement adaptés au microclimat où se situe le champ. On comprend évidemment avec ce type de discours la problématique que peut être engendrée par des grands semenciers qui inondent de 4 variétés de tomates par exemple le monde et qui vont être très bien adaptés à un système conventionnel, à savoir pesticides et fertilisants. Mais à partir du moment où on essaie de reprendre ces graines pour les faire pousser dans un monde organique, elles se retrouvent plutôt faibles et il est plutôt difficile de maintenir les générations avec le temps. Donc à Ecovénao, à cette permaculture, nous avons également une banque de graines qui est en libre accès. On essaie de l'agrémenter le plus possible avec notre génétique. Pour en savoir un peu plus sur le programme de volontariat, les volontaires et leur motivation, nous les avons accompagnés sur un week-end afin d'échanger avec eux.
moi je pense qu'on est tous sensibles en fait. Au fond de nous-mêmes, on est tous sensibles à vouloir respecter l'environnement, à vouloir faire en sorte que ça marche bien. C'est juste qu'on sait. Voilà. Exactement. Il faut juste en parler ensemble, découvrir auprès des autres et même ceux qui ont le savoir entre guillemets comme Guillaume ou des gens qui sortent d'école ou n'importe quoi, ils apprennent beaucoup de gens qui n'en ont pas justement parce que les questions qu'on peut te poser, qu'on peut te faire te poser, etc. c'est des questions que tu ne seras jamais posées sans doute. Ouais. Et ça te fait réfléchir complètement autrement. Et oui, ce qu'il y a d'hyper intéressant aussi, c'est que les gens qui viennent ici, ils soient vraiment intimement intéressés et convaincus que la permaculture peut aider à changer les choses. Par exemple, Valentin ou d'autres volontaires comme Fiona qui travaillent dessus, c'est un peu leur centre d'intérêt propre et du coup on peut beaucoup échanger, on arrive à se refiler des argumentaires, des discours, des pensées, ça crée vraiment des liens hyper forts en plus de ce qu'on vit tous les jours sur la permaculture en soi et ça donne vachement d'idées et des projets pour la suite. En tout cas moi ça m'a vraiment... j'aimais bien au début et puis maintenant je suis convaincue que je veux travailler là-dedans, je vais essayer de faire quelque chose pour faire le colibri comme on aime bien appeler ça, essayer de faire sa part pour... parce que c'est vrai que ça fonctionne si chacun essaye d'y mettre du sien et de faire un peu pour le bien de la planète, le développement durable, essayer de trouver des modes de vie qui impactent positivement l'environnement. Et ben même si on ne va pas changer le monde nous tout seuls, si on fait un petit truc chacun, ça peut changer les choses. C'est ça qui est hyper inspirant ici, parce qu'on le ressent vraiment. Et Guillaume, qui était un ancien prof, est très généreux, patient, pédagogue, donc c'est super. Mais tu sors un peu de ton moule scolaire et tu te rends compte en parlant avec Guillaume ou des autres personnes que la permaculture, comme on a pu te l'enseigner, elle n'est pas forcément... c'est pas qu'elle est mal, mais c'est pas la seule solution, quoi. Ouais. Tu vois, c'est pas la seule solution et qu'il y a en fait des dizaines et des dizaines de façons de faire la permaculture et d'envisager l'agroécologie. Yo allá en Argentina me dedico a la odontología, soy dentista y además hago un trabajo en un proyecto en una comunidad y cuando llegué acá y vi esto fue como, me dio muchísimas herramientas como para en algún momento pensar algo parecido o algo para volcarlo allá, así que nada, muy interesante, me gustó mucho. Un sueño colectivo, las personas que llegan acá salen con ese sueño en la cabeza, considero. Y sí, como un proyecto personal a largo plazo, espero poder conseguir un lugar en Colombia donde pueda replicar una idea como esta de permacultura y de hostel también para los extranjeros, para que conozcan y crezcan en ese tema. Sí, me encantaría. Vraiment que même dans les tropiques, même sur une zone avec des terres qui ont été dévastées, avec un changement climatique très prononcé où on a à 200 km au nord d'ici déjà un désert, on peut arriver à recréer quelque chose. Ça passe par beaucoup de travail, mais c'est possible et c'est ce que nous on veut montrer au Panama. Par contre c'est bien, si on veut plus d'agriculteurs organiques, de les soutenir. Et soutenir ça passe par changer ses habitudes de consommation, consommer plus local et essayer d'acheter le plus possible organique et de produire le moins possible de déchets. Ça fait partie d'un style de vie. Après, nous sommes dans ce projet-là gardiens d'une certaine forme de connaissance. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons changer le monde, on fait partie d'une petite goutte qui pourra peut-être éteindre l'incendie. Le point, c'est qu'on maintient ces banques de graines, on maintient cette manière de travailler, on peut montrer aux populations locales qu'il y a des façons de faire en respectant la nature pour pouvoir vivre de ça au travers d'un mix avec de l'écotourisme par exemple ou d'autres choses. Donc c'est un modèle, voilà. Le modèle est là, on est en train de le construire, après chacun peut prendre ce qu'il a envie dedans. Le partage c'est quelque chose, une valeur qui est essentielle dans la permaculture. Partager la connaissance, c'est quelque chose de fantastique. On peut la partager autant de fois qu'on veut et elle restera toujours entière. Elle ne fait que se multiplier. Un défi au capitalisme.
Voilà, c'est la fin de notre reportage sur Panama. Si vous souhaitez en savoir plus sur la permaculture et sur EcoVenao, rendez-vous sur leur site ecovenao.com. Nous on se prépare pour la Transpacifique, donc rendez-vous dans 30 ou 45 jours. A bientôt. Générique.